Alors si je vous ai demandé de venir aujourd'hui, c'est parce que de toute façon, je vous vois là tous les jours. Alors comme ça vous change pas beaucoup. Tous les soirs. Tous les soirs. Alors Cecilia Noah, tu es là parce que non seulement tu as fait un disque, mais maintenant tu vas faire un livre. Alors parlons d'abord du disque, tu en as vendu combien? Mais on a commencé, on a sorti le disque il y a 2 mois. Ouais. Et on vend pas mal, mais je veux dire, je débute là-dedans. Je ne m'attendais pas non plus de remettre de rien. Je Ça vais va. pas faire. Ça va, Le mais je vais producteur pas- est c'est rentré pas dans un ses coup. frais. Le producteur est rentré dans Oui, ses frais. tout va bien, on est content. Alors parlons du livre maintenant, ça s'appelle comment? Il s'appelle Emotion. Et, Emotion. Émotion, c'est pareil. Et ça parle de quoi? Ça parle des émotions que j'ai vues, que je sentais quand j'étais avec Yannick dans Dans le monde du tennis. tournois de tennis pendant 3 ans. Il y a des Et photos. Il y a des photos et c'est un livre que je fais parce que j'ai senti le besoin de montrer le côté passionnel, le côté émotionnel justement. Ça sort quand? Ça sort dans 1 mois et demi. Très bien. Alors Francis, bon, tu triomphes dans Don Juan, au bouffe. Je prends mon pied, oui. Ouais. Oui, je prends un pied d'acier. Tu sais, j'ai beaucoup de chance parce que c'est à mon avis le plus beau rôle du répertoire. Si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que c'est une partition qui a été écrite pour un jeune premier. Oui. C'est intéressant tout d'un coup de la relire avec... c'est comme si tu écrivais une partition pour soprane et que tu la faisais chanter par un baryton. Ouais. Ce qui déconcerte beaucoup les gens qui se sont fait une idée toute faite, une fausse idée toute faite de cette pièce, c'est que tout d'un coup ça sonne pas pareil. Mais dis bien donc, évidemment. Francis, un comment- soprano, ça chante pas comme un baryton. Comment tu fais? On va voir tout à l'heure, on a invité Simone Veil qui t'a adoré à Ramatuelle dans le rôle, elle me l'a dit. Comment tu fais pour apprendre tout ça par cœur? Comment tu fais pour te souvenir de toute la pièce par cœur? Ben, je vais te dire, bon, tout le monde connaît le problème. Mais- hein, oui. Richard. Bon. Mais Alors- en fait, moi, je sais que c'est très très difficile. ce Non mais toi texte. d'habitude t'apprends des chansons, si tu veux, lui il a, Ouais. il a fait la comédie française, il a fait le conservatoire. Non mais non attention, moi j'ai fait le conservatoire d'art Ah dramatique bon aussi. Ah bon. Non mais ce que je veux dire, c'est T'as que... appris à apprendre. Oui, j'ai appris à apprendre, mais en dehors de ça, c'est vrai que ce texte-là, le texte de Molière, la prose de Molière est une prose très délicate parce qu'elle est à la fois très moderne dans l'esprit, Ouais. mais au niveau de la rhétorique, elle est très classique, très précieuse. Et c'est vrai que comme le but, c'est quand même d'arriver à parler Molière comme on parle là, Ouais. il y a tout un travail, si tu veux, de mémorisation du texte en tenant compte de la disposition, enfin, des unités syntaxiques de manière à la Alors, commence tourner. pas Francis, commence pas à me parler des unités syntaxiques Ce que parce je qu'on va, fais, c'est on que- va reparler après quand on va faire les... quand Ouais. tu vas chanter avec les Gypsy Ouais. Kings tout à l'heure. Et ce On que, je fais parlera tous les un peu de jours, ce ce que je fais tous les jours, en revanche, je réapprends le texte tous les jours. Ah bon, d'accord. Ça, c'est sûr que tous les Et ça jours... t'embête pas qu'il y ait 4 autres Don Juan qui sortent cet hiver, non? Ah mais non, au contraire, Au c'est contraire, génial. c'est l'année des Don Juan. Il y a une C'est année génial. Carmen comme ça où il y en a eu 5. Cette année, c'est l'année des Don Juan. J'en ai vu un sublime là, celui de Besson, Ouais. celui de Benoît Besson avec Philippe Avron qui est Il est extraordinaire. déjà sorti celui-là, ça a déjà commencé ça. Extraordinaire. Il y Oui, mais avait pas à déjà- Paris. Alors Claire Nebout et Richard Berry, on va se voir un petit peu après pour parler de la spirale. Pas la spirale, de spirale sans la. Hein. Et puis en attendant, on va voir Album chaque semaine, c'est les meilleures fêtes de la semaine. Album Sylvain Bergère, l'Espagne est en France avec Espartaco, Mendes Victor, Ortega Cano, Nimeño. On est à Palavas, à Nîmes, à Béziers. On reste dans le sud avec la première collection de Christian Lacroix le 26 juillet 87, participation de la Reine d'Arles et de ses dauphines. Bonjour Marie. Vernissage des Vaducules, toutes les semaines dans Bain de Minuit, on voit un bout de leur clip de 25 minutes. Et puis la fête de Philippe Cortier au bain, tout le monde est là, c'est chouette, très 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 chouette. Simone Veil, bonjour. Je vous présente Florence Belkacem qui va vous interviewer avec moi. Est-ce que vous connaissez nos amis Eh ben, je Claire fais Nebout. je les connais par la télévision. Claire Nebout, Cecilia Noah, Richard Ils sont Berry rencontrés, déjà. et Francis Lalanne que vous avez vu à Ramatuelle dans Mathieu Don Juan. toujours, absolument. Est-ce que devant vous, on peut allumer une cigarette? Oh, bon, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent et je ne suis pas du tout une terroriste en la matière. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout de même une campagne contre le tabagisme et où les médecins ont justement demandé qu'on évite de fumer à la télévision. Bien. Alors, c'est pas moi que ça gêne, mais c'est, je dirais, dans le cadre de cette action pédagogique que je crois qu'on peut faire un effort. Alors, je vais faire un effort. Jusqu'à la fin de cette interview, je ne fumerai pas de cigarette. Non, je crois que ça donne vraiment, vous savez, c'est une des choses sur lesquelles les médecins insistent le plus. C'est l'image qui est donnée à la télévision, justement, par des gens comme vous, célèbres, qui sont les idoles des jeunes, souvent. Eh bien, le fait de fumer, ça donne une image qui est en réalité très positive pour le tabac, et donc une incitation. Vous avez commandé un Perrier alors? Voilà. Comme ça, vous ne donnez pas d'exemple d'alcoolisme non plus. Non, vous savez,
On n'est pas alcoolique parce qu'on boit une coupe de champagne, ça m'a j'ai soif. Alors je préfère boire un verre d'eau. Mais le tabac, il y a vraiment une question d'image qui est importante. Au deuxième tour, M. Barre, pour être élu, est obligé de prendre les voix de Le Pen. Est-ce que vous lui demanderez de prendre une position publique? Mais je crois que même dès le premier tour, il est tout à fait souhaitable que toutes les personnalités candidats aux élections présidentielles se situent très clairement par rapport aux idées de M. Le Pen et par rapport à ce que représente le Front National. Cela dit, qu'est-ce que ça veut dire prendre au deuxième tour les voix de M. Le Pen? Quand vous votez, les bulletins de vote ne portent pas un petit sigle qui montre que ce sont des voix qui viennent de tel ou tel type d'électeurs. D'abord, je suis convaincue qu'au premier tour, il y a des gens qui voteront aux extrêmes, je dirais aussi bien d'ailleurs pour Madame Laguillié et autres, par une espèce de vote de refus, ce qui d'ailleurs est en soi déjà une façon de manifester. Je trouve toujours préoccupant qu'il y ait des gens qui choisissent les extrêmes par vote de refus des candidats, je dirais, classiques. Mais au deuxième et modérés. tour, votre candidat risque d'être élu avec les voix de Le Pen. Mais vous ne le saurez pas. Vous ne le saurez pas. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une grande partie des électeurs de M. Le Pen qui viennent du Parti communiste ou même du Parti socialiste et de la gauche. Toutes les études qui ont été faites dans les... toutes les études qui ont été faites dans certaines villes où il y a eu un fort pourcentage de voix sur les candidats de M. Le Pen sont des quartiers où il y avait des voix de gauche très importantes. Donc on ne peut absolument pas dire il y a tel pourcentage ou telle voix viennent de M. Le Pen. Tel autre. Mais ce qui est très important en revanche, c'est de se démarquer très clairement. Quelquefois des surprises. Excusez-moi, comme tous les gens, comme tous les hommes politiques de la droite libérale, disons, qui disent nous on fait bien la différence entre Le Pen et les électeurs de Le Pen. Non, moi je ne dis pas je fais la différence entre les électeurs et M. Le Pen. Absolument pas. C'est pas du tout le discours que je tiens. Je dis simplement qu'on ne peut pas savoir. Je dis d'abord que c'est vrai qu'un certain nombre des électeurs ne partagent pas tous les sentiments et les idées de M. Le Pen. C'est évident qu'il y a une grande partie de rejet. Et donc, il faut bien voir les raisons de ce rejet. Ce que je dis simplement, c'est un constat, si vous voulez, matériel, qui fait qu'au moment où les gens votent, on ne sait pas quel est le pourcentage. Ils ont voté pour Raymond Barre, ça devient des bons, enfin pas barristes, puisque vous n'avez pas le mot, mais des bons libéraux. Mais c'est pas que ça devient des bons libéraux, c'est que vous n'avez pas le moyen de savoir si c'est 5%, 10%, vous avez un électorat général. Ça sera ce que c'était au premier tour. tour. Pas du tout. Pas du tout. Non, absolument pas. Il y a très souvent beaucoup de reports au premier et au second tour. Madame Veil, on a tenté une expérience. Hier, c'était la fête bleu, blanc, rouge, justement parce que cette question nous importe, c'est-à-dire qu'un électeur de Le Pen au premier tour devient un électeur libéral au deuxième. Et on a demandé à notre ami Philippe Guérin, ici présent, d'aller hier à la fête du Front National, à la fête bleu, blanc, rouge, pour demander aux militants du Front... Pour qu'ils voteraient ? Non, ce qu'ils pensaient de vous, ce qu'ils pensaient des gens de la droite libérale. On va regarder le sujet. On va regarder le sujet. Je n'aime pas du tout Simone Veil. Simone Veil, aujourd'hui, fait beaucoup de flas, s'imagrer en ce qui concerne ce qu'a dit M. Le Pen. Et Simone Veil oublie simplement qu'elle est responsable de la loi sur l'avortement, que ce sont des milliers d'enfants, de bébés que l'on tue dans le sein de leur mère. Je trouve ça ignoble. Au Front National, elle n'a pas sa place ici. Nous sommes en démocratie, Simone Veil a droit à la parole comme Jean-Marie Le Pen. Je n'aime pas du tout Mme Simone Veil. Je lui reproche en particulier sa loi sur l'avortement qui a entraîné le génocide de centaines de milliers, voire de millions de jeunes Français, de petits Français et de futurs, qui ne se réaliseront jamais. Une femme de gauche ? D'une femme de gauche, éventuellement. Et puis, bon, elle a un passé difficile à dire. Qui n'a rien à voir avec ici. Voilà, qui n'a rien à voir avec Le Pen. Simone Veil, je peux pas trop dire parce que je la connais pas assez, mais enfin, vous me poserez la question sur n'importe qui, je vous dirai non. C'est toujours pareil, il y en a qu'un, c'est Le Pen. Simone Veil, pour moi, c'est vraiment, je dirais, c'est l'abjection politique. C'est vraiment... Je crois que j'aurais pas de terme pour décrire une femme, je pense, qui a été d'un cynisme, qui prend des airs de vierge offensée quand elle parle du Front National et de tout ce qui pourrait faire le Front National, c'est le diable. Je pense quand même qu'il faudrait qu'elle réfléchisse un petit peu sur tout ce qu'elle fait, sur les millions de morts qu'elle a déjà sur la conscience. Qu'est-ce que vous pensez de Simone Veil ? Beaucoup de mal.
C'est une femme dangereuse. Vous êtes surprise? Pas du tout. Il va falloir que vous soyez très exigeante avec M. Barre avant les élections. Je ne suis pas du tout surprise. Je reçois du courrier de ce genre fréquemment. Et donc, ça ne m'apprend absolument rien. Si je vous montrais mon courrier, il est quelquefois pire que ça, je le sais. Est-ce que vous débattriez? Mais là, si vous voulez, ce n'est pas que je dédouane cet électorat. Pas du tout. C'est pas du tout que je trouve... C'est pas parce qu'ils m'attaquent, mais c'est simplement sur leurs idées quand ils partagent. Je pense tout de même qu'on a un petit peu trié, là. C'est pas vraiment, tout. Tu as trié les... Absolument pas. Absolument pas. C'est d'ensemble. En micro, il y avait des choses beaucoup plus saignantes, mais dans le micro et devant la caméra, c'est resté exactement comme ce que vous venez de voir. Non, mais très bien. Ce que je veux dire, c'est que je crois tout de même qu'il y a une part de l'électorat. Il faudrait que vous soyez exigeante avec M. Barre, moi, je pense, quand même, non? Il faudrait qu'il prenne des prises de position plus fermes que celles qu'il a prises jusqu'à maintenant. Vous parlez toujours de M. Barre. Parce que c'est le candidat que vous soutenez. Mais écoutez, pour l'instant, je ne soutiens aucun candidat parce qu'il n'est pas ce candidat. Oui. J'ai simplement dit... Non, je n'ai pas déclaré ça. Alors, je suis tout à fait désolée, puisque vous revenez là-dessus avec une espèce de certitude. J'ai simplement dit que je suis UDF, personne ne l'ignore, je ne le cache pas, et que je pensais, il n'y a aucune honte à ça, et que je trouvais qu'il fallait que l'UDF ait un candidat aux élections présidentielles. Parce qu'une grande formation politique, dans notre système constitutionnel, n'existe pas si elle n'a pas un candidat aux élections présidentielles. C'est vrai que je trouve qu'il y a trop d'ambiguïté. Je relisais les commentaires qui ont été faits par une grande partie de la classe politique au lendemain des déclarations que j'avais faites sur Dreux. Oui. Eh bien, c'était très peu clair, mais je crois que maintenant, il est vraiment temps d'être... Vous avez été la première, effectivement. Ah oui, non seulement la première, mais je dois dire que j'ai été traînée dans la boue et que personne, pratiquement, ne m'a soutenu et que les propos tenus ont été, même dans la majorité modérée, extrêmement durs à mon endroit et que le courrier que j'ai reçu, je parlais du courrier, le courrier c'est toujours très intéressant, le courrier que j'ai reçu était aussi intéressant. Alors je me réjouis de voir que maintenant tout de même beaucoup ont pris position de façon beaucoup plus claire, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai qu'il y en a qui sont gênés par les déclarations qu'a pu faire Michel Noir, qu'a pu faire Michel Maluret, qu'ont pu faire d'autres, et je crois qu'on ne peut plus maintenant, ça ne peut plus. Et d'ailleurs, je crois que surtout, la classe politique devrait comprendre qu'elle a tout à y gagner. Vous l'avez vu dans Chronique d'une mort annoncée, son clip s'annonce pas mal non plus. Generation of Loneliness, Rupert Everett, alias Rupert Everett. I've been trying so hard to get through, but it's like rain against the windows. I've been waiting outside, my belief is gone. What do you say when they're dragging you back to square one and they're shooting you up on the front line, burning the bridge you began, when you don't have the strength to go on? Don't get low when you can see an army in distress. Don't let go. This is a generation of loneliness. Oh yeah, like a child on your own when the dark is burning through, when you're a million miles from home. I know what you're going through. You break the code and they change the number. You're going down but you won't go under. In the bloodshed, in the fight, when there's no friendly face in sight, do you say, 'cause they're taking you back to where you came from, where you ran to. Don't get low
when you can see an army in distress. Don't let go. This is a generation of loneliness. Don't let go. When you can see an army in distress. Don't let go. This is a generation of loneliness. This is a generation of loneliness. Oh, yeah. So don't get low. Yeah, don't let go. Est-ce que tu peux nous faire deux verres de Don Juan là? Oui, mais maintenant ça tourne. En revanche, je peux lui jouer entièrement, je peux jouer entièrement tout seul le misanthrope. Ah, Tu connais pas le misanthrope? Non. fais-nous deux verres du misanthrope alors. Bah oui, c'est facile. C'est Qu'est-ce facile. donc qu'avez-vous? Laissez-moi jouer. Mais encore une fois, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je. Et courez vous cacher. On entend les gens, au moins, sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tous les premiers. Moi, votre ami? J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus. Et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, la pièce. Bon, t'es là Je te pour... joue la pièce entièrement. Ils ont une mémoire incroyable. Hein. T'es là pour Spirale. Ah, en ce moment, tu fais la promo de Spirale. Mais là, tu tournais là? Oui. C'est pour ça que je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai dit que t'es là. Je l'aurais fait beaucoup mieux. Non, c'était très bien. C'était très bien. Alors là, tu fais la promo de Spirale. C'est dur de faire la promo? Non, Dis la ça vérité. dépend. Est-ce que c'est pas dur d'aller dans des télés? Écoute, je vais te d'attendre dire pendant très une heure, franchement, de te faire de la promo, c'est pas ce que je préfère, non, c'est vrai. Très sincèrement, je n'aime pas faire de la promo, c'est vrai. D'autant plus que je suis convaincu que ça ne sert absolument à rien, au fond. Ouais. C'est une espèce de certitude que j'ai qui fait que j'ai trop confiance dans les spectateurs pour ne pas me dire que, quel que soit ce que je pourrais leur dire sur le film ou ce que je pourrais te raconter ou vous raconter, ils iront voir un film, s'ils ont envie d'aller le voir, ils n'iront pas le voir s'ils Mon n'ont pas envie cher d'aller le voir. Richard, dis-moi, tu sais qu'il y a 6 chaînes maintenant, pour sortir les gens le soir, c'est dur. Alors, si tu devais comme ça trouver en 2 phrases pour décider les gens à aller voir Spirale, qu'est-ce que tu dirais? Bah, je dirais que c'est une histoire d'amour comme on a envie d'en vivre, de temps en temps, pas trop souvent. Quand on voit clair, de toute façon. De temps en temps. Voilà. Non, c'est parce que c'est une histoire d'amour, parce que de temps en temps, parce que elle est douloureuse. Mais tu sais, il y a des fois des histoires d'amour quand tu ne possèdes pas tout à fait l'objet aimé, quand ça t'excite, à mesure que tu crois que tu vas la contourner, l'approcher, la comprendre, hop, elle est ailleurs et tu ne sais pas pourquoi. Elle te donne l'impression qu'elle te donne tout, mais en même temps, tu as la sensation qu'elle ne t'a rien donné. Un jour, tu la vois dans un endroit, le lendemain, tu y retournes. Et puis là... Bon alors, Il n'aime pas la promo. Attends, là, je viens de mettre un point. Là, je viens de mettre un point. Maintenant, j'attaque la deuxième fois. Bon alors, voilà. sur Taxi Boy, c'est ça que t'aurais dit toi. Sur Taxi Boy, t'étais coproducteur. Oui. Ça t'a coûté combien? Ça m'a coûté... En une phrase. Ça m'a coûté, et pour l'instant, j'en suis de ma poche de 500 000 francs. Ah mais ça va encore. Ah bah écoute, si tu veux bien me les donner, Et ton disque, L'amour, t'en as vendu combien? Aucune idée. Tu sais pas? Non. Donc t'as pas touché d'argent? Bah pas encore, parce que tu sais, c'est long là. Ah bon, mais t'en as vendu un petit peu quand même. Ah ouais, non, je sais qu'il y en a, mais je sais pas combien. Action École, tu continues? Action École, maintenant, a cessé.
les activités d'Action École. Mais les gens qui s'occupaient d'Action École, ils n'ont plus envie d'aider les pauvres petits noirs d'Afrique. Si, mais il y en a d'autres qui le font maintenant, chacun son tour. Chacun passer son le tour. relais à quelqu'un d'autre. À qui? Ça, je sais pas, c'est le président d'Action École qui s'en occupe. En 88, tu vas faire une campagne électorale ou non? Je ferai sûrement une petite partie. D'abord, une chose je ferai en 88, c'est que j'essaierai de convaincre les gens, d'une part, qu'il faut voter. Pour voter, il faut s'inscrire. Ouais. Parce que je pense que dans l'électorat jeune, beaucoup de gens ne savent même pas qu'il faut s'inscrire et n'ont pas encore leur carte et ne vont pas voter. Déjà, ça commence par là. Bon, d'accord. Donc tu dis aux gens de voter, tu leur dis pas pour qui il faut voter? Mitterrand. Il faut déjà essayer de convaincre Mitterrand de se présenter. Alors dis donc, on va voir l'extrait de Spirale. Avant de le regarder, je voudrais que tu me répondes à une question qui me brûle les lèvres. C'est quand tu t'es marié avec Jane Manson, tu t'es marié hindou, c'est vrai ça? Oui. Et pourquoi tu t'es marié hindou? Parce que ça correspondait et ça correspond à une idée que je me fais de Jane Manson, des hindous. Non, de la religion. Oui. Et je suis très mais intéressé. t'es pas d'origine hindoue, toi? Non, mais je trouve cette religion extrêmement intéressante. Et quand il était question... Quoi? Quand il était question de s'unir, de faire des vœux, j'ai eu envie de les faire devant un prêtre hindou. Tu le referais, ça? Pas Jane Manson, de te marier hindou? Tu m'as fait peur. De me marier hindou? Ouais. De me marier tout court, non. Bon, d'accord. Même pas hindou? Non. Bon, ben d'accord. On regarde l'extrait de Spirale. Merci. C'est quand elle m'a dit « Tant pis pour toi ». Tant pis pour toi. Que je l'ai trouvé. J'entrais dans une spirale. Vous, Claire Nebaud, vous avez fait 18 films en 5 mois. Non, 5 films en 18 mois. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors comment vous expliquez ça? Est-ce que vous êtes plus forte que les autres? Je crois pas, non. Non, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Vous avez un truc de et... plus que les autres? Je vous dis vous parce qu'on ne s'est jamais vu. Mais je ne sais pas ce que j'ai de plus que les autres. C'est les gens, c'est les gens qui pensent que vous avez quelque chose de, moi, je ne sais pas ce que j'ai de plus que les autres. Alors moi, ce que je voudrais savoir, là, tous les deux, dans le film, il y a une scène d'amour incroyable où Claire est assise sur Richard, qui est allongé comme ça, tout nu dans le lit et tout. Comment ça se passe, une scène comme ça? Parce que moi, j'ai jamais fait ça au cinéma. Tu étais comment, toi? Mais me pince pas. Tu étais tout nu? J'étais... Tu avais un slip? Comment ça se passe? On était nus, oui. Mais quoi, dites pas? Ça intéresse les gens, ça. Regarde-le, l'autre, il a qui raison, drague avec sa guitare. Alors, ce qu'il faut dire, on va T'es le bien dire. curieux. Oui. Non mais après les gens ils vont voir le film, ils vont dire alors tu vois là normalement il n'est pas tout nu, il Voilà. tu l'as pas de culotte. Mais c'est pour ça. Je dis ça pour les faire aller voir le film, moi, personnellement. De toute façon, on était tout nus, mais je veux dire, c'est vrai que c'est pas intéressant de savoir. Ah bon, tu veux pas le dire? Mais non, c'est pas Aide-moi, intéressant. Claude. Ah, moi, je pense que vraiment, c'est vraiment très intéressant. Quand bien même on aurait fait... Si je lui balançais un scoop, par exemple, Voilà, on a en disant vraiment que c'est- fait l'amour voilà. pendant la prise, Alors, vous ça avez ne vraiment changerait fait- rien. Parce que ce qui compte, c'est le film. Ah bon. Ce qui se passe dans l'émotion que tu D'accord. reçois à ce moment-là. Mais tu avais gardé ton slip quand même. D'abord, je porte pas de slip. Ah, ben voilà. Et toi, tu veux pas dire, toi. Et ça se voit dans le film qu'on est nus. On est complètement nus. Non, mais ça se tiens, voit. vous étiez content d'être l'un contre l'autre. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça vous a excité? De toute façon, c'est beaucoup plus difficile que vous le pensez à faire. Mais je suis sûr que c'est très difficile. Pour la pudeur de Claire, pour la mienne, même pour celle des autres qui regardent une chose qui est en train de se faire devant. C'est très difficile. On évacue énormément le plus possible le plateau, on se prépare, on parle pas trop fort, etc. C'est difficile. Il y a combien de gens sur le C'est un plateau métier. pour une scène comme ça? Une dizaine. Une dizaine, quand Même même. pas, même pas. Vraiment le Parce que minimum. c'est quelque chose, même si tu es dans une Et scène oui, comme ça qui est très intime. il s'agit de se concentrer, puis justement C'est troublant. de se C'est vrai que soutenir c'est très entre nous. troublant. Mais nous, du moment qu'on est bien dans notre truc, on est On était concentré. bien pendant le tout va bien. tournage. Hein. Mais tu vois. Oula, alors maintenant, on va voir un autre film maintenant. C'est un film qui a été fait par un ami à moi qui s'appelle Michel Momy, qui était photographe. Ça s'appelle Le temps d'une cigarette. Il y a combien de temps? Je l'ai fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'est le premier film que tu n'as jamais fait. Voilà. Et ça n'a jamais été montré à la télé. On va le montrer dans Bah, Bonne c'est Minuit. super, Alors. je remercie. Voilà.
c'est deux voix éraillées complètement que j'adore. Ces deux personnages, voilà, ces deux personnages complètement à part, qui sont complètement une atmosphère, on dirait que vous savez. C'est Tom Waits et Ryuichi Sakamoto. Ah bon? Ryuichi Sakamoto, c'est le japonais de Furio, le film avec David Bowie. Avec Bowie. Et Tom Waits, que tout le monde connaît maintenant à cause du film de Coppola. Bien sûr. Et qui a dédié cet album à notre cher confrère Franck Maubert, parce que ça s'appelle Les années sauvages de Franck. Voilà. Alors, c'est des voix éraillées qui ont vécu, qui en ont dans le coffre. Et pourquoi et il y que a je deux vous chouchous? conseille. Pourquoi il y a deux chouchous cette semaine? Mais parce que je les aime tous les deux. Ah bon, voilà, c'est les d'accord. chouchous. D'ailleurs, j'ai téléphoné à Marguerite Duras, on peut dire chouchous. Tu n'es pas arrivé à choisir Chouchous entre les de deux. la semaine, voilà. Bon, d'accord. Alors maintenant, on va parler néné, on va parler gros nichon avec Philippe Guérin, Merci. qui est un spécialiste. T'as ce qu'il faut. Non, cette semaine, on a décidé de faire une enquête, un sondage, mais un sondage d'un nouveau type. T'as loué une camionnette? On a loué une camionnette, on a pris une comédienne, Françoise Huguet, qui a de beaux seins. Ouais, et ouais. on s'est dit, au lieu de tester des yaourts, au lieu de tester des peintures, on va tester des nénés. Ouais. Et puis regarder ce que ça donne. Bonjour monsieur, je réalise un sondage sur les produits de beauté. Vous auriez un petit moment à me consacrer? Oui. C'est très court, Oui, allez, on merci. se met long, hein. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors pour cette étude, on m'a demandé donc de m'épiler les jambes de deux façons. Une avec un rasoir et une avec de la crème. Merci. Bon. À rebrousse-poil alors. Si vous voulez. La plus sexy, ben vos deux jambes sont sexy. Maintenant, on va faire la même chose avec un produit pour la poitrine et je vais vous demander lequel de mes deux seins est le plus ferme. Mais rhabillez-vous, je veux dire. Bah, de toute façon, vous pouvez vous rhabiller pour peut mettre n'importe quoi, je veux dire, à la limite, non? Vous pouvez être obligé de toucher. Bah oui, je sais, c'est ça qui est en fait le plus... Mais c'est pas possible, votre histoire. Je sais pas, moi, je sais pas. C'est vrai que j'ai envie de toucher, mais... Je vais vous demander lequel est le plus doux. Le A. Et 2. Le B. Vous êtes payé pour ça? Celui que vous souhaiteriez le plus emporter chez vous. Oh bah le B. Bah, c'est plus ou moins illégal. Bonjour. Excusez-moi. Je viens Bonjour. contrôler le travail. Oui, bah, Ça se passe bien? Oui, j'ai bientôt fini. Vous avez fait combien de questionnaires? 14. C'est bien. Ok, bah continuez, je regarde si ça se passe bien. Le plus doux. Bah, je vais pas toucher, vas-y. Ah, vous devez, hein, monsieur. Ah oui, monsieur aussi, vous faites bien toucher le monsieur aussi. Oui, je bien peux sûr. bien toucher monsieur. Bon, allez-y. Le plus beau. C'est pareil. Le plus tentant. Comment en fait toutes ces questions se ressemblent de toute façon parce que le plus beau, s'il est plus beau, il va prendre plus tentant. Oui, mais c'est pour ça qu'on demande bien aux enquêtés de toucher la poitrine de l'enquêtrice entre chaque question, ce que vous ne faites pas. Bon, ben, on va le refaire. Hein. De toute façon, moi, après celui-là, j'arrête. Alors, le plus tentant. Les deux. Le plus sexy. Les deux. Celui que vous souhaiteriez le plus emporter chez vous. Les deux. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Docteur Gros, bonjour. Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Le sein dévoilé. C'est chez qui? Chez Stock. Chez Stock. Oui. La collection Laurence Pernou. Laurence Pernou. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Comment vous réagissez sur ces gens qui montent dans des camionnettes pour toucher des seins le samedi après-midi sur un parking d'hypermarché? Je crois qu'ils ne touchent pas vraiment des seins. Ils ne savent pas bien toucher. Ils le touchent du bout des doigts, en tout cas. Du bout parce des que doigts. et puis ils ne touchent pas vraiment un sein, ils touchent un objet, une partie d'anatomie féminine. C'est un sein complètement défantasmé, je trouve. L'imaginaire n'a pas le temps, à mon avis, de... Vous touchez pas comme ça, vous? Je touche les patientes. On doit les toucher, effectivement, sans faire intervenir l'imaginaire.
d'ailleurs. Ça vous arrive quand même de faire intervenir l'imaginaire quand vous touchez une patiente? Absolument. Non, le regard, vous savez, le regard... C'est un beau métier que vous faites quand même. Vous êtes scénologue, non? Oui, je suis scénologue. C'est-à-dire que je m'occupe donc de toucher des patientes, seins, de femmes, pas seulement de toucher, de les deviner. Mais vous savez, il y a une espèce d'éducation, de réflexe, je sais pas, quand on voit des femmes et quand on les examine, justement, le regard devient tout à fait dépouillé. Et je crois que ça peut paraître étonnant, mais on ne voit plus le sein, l'organe érotique, on voit le sein d'une femme qui vient pour un problème. Je crois que vous êtes très sérieux parce que vous faites venir le mari qui surveille. Ah bon? Oui, oui. Ah bon? Je ne m'oppose jamais à ce que le mari vienne. Il y a des femmes qui souhaitent que leur mari vienne, d'autres qui s'y opposent tout à fait. Mais je trouve que si le mari a envie de venir, effectivement... Dites-moi, pour en revenir au sujet, donc vous pensez que les gens, quand on les fait monter dans une camionnette pour toucher des seins comme ça, ils savent pas bien faire, quoi? Ils n'ont pas ils ont pas le doigté, quoi. Ils ont dans ces... j'ai pas l'impression que les personnes qui sont passées dans la camionnette doivent toucher, les hommes en tout cas, doivent toucher le sein de leur femme comme ils le font dans la camionnette. Ah bon. Alors ce serait triste. Ça serait triste pour les femmes. Absolument. Alors pour les hommes aussi. vous êtes scénologue. Oui. C'est-à-dire que vous êtes le deuxième scénologue de France, puisque votre père était le premier, et il s'appelait Charles, votre père. Il s'appelait Charles Gros, oui. Professeur Charles Gros, c'est lui qui a inventé cette la scénologie. La science du sein, là. Parce que je crois que dans la Vous êtes scénologue de père en fils dans la famille. Il se trouve que effectivement j'ai épousé son intérêt pour la... D'accord. Alors moi, il y a un passage que j'ai adoré dans votre livre, c'est celui que Thierry et moi on a le plus lu, c'est le passage sur le sein des hommes. Ah oui. Parce qu'après tout, je veux dire, les seins des femmes c'est bien, ça fait tout ça du livre, et puis il y a ça pour les hommes. Je trouve ça un petit peu dur. Est-ce que les seins des hommes sont des organes sexuels? Parce que dans votre livre, vous dites, il y a un moment, vous considérez le sein comme un organe sexuel, et vous expliquez que le mamelon dur, s'il y a une rougeur, il y a, comment vous dites, quand la femme montre son sein et que ça rougit? Ça s'appelle un érythème, effectivement. Un érythème pudique, non, c'est ça? Ça signifie la rougeur et pudique. Un érythème pudique. Certaines femmes, effectivement, quand elles viennent montrer leur sein, au bout de quelques instants après la consultation, il y a des petites taches rouges qui apparaissent au décolleté à la naissance du sein. C'est un peu la couleur de la vertu qui se défend. Quoi. Et est-ce que les hommes ont des érythèmes pudiques, à part Philippe? Ça, Merci, j'en ai jamais vu. C'est sûr que c'est fonction de l'investissement. Alors moi, je vais t'apprendre quelque chose d'autre, Thierry, c'est qu'il se peut que tu puisses un jour allaiter. Non. Ah, écoute. Non, c'est difficile d'affirmer quand même que ça l'était. Ce qu'on sait, il y a eu des descriptions d'hommes qui ont allaité dans l'histoire. Moi, il m'arrive de voir des hommes qui viennent consulter parce ils ont une... Effectivement, oui. Lapsus révélateur, il y a un petit écoulement ou bien un sein qui s'est développé. Donc le sein masculin est un sein féminin en miniature, il est tout à fait pareil. Et de temps en temps, il peut être stimulé. Et donc, mesdames, si vous voulez faire allaiter vos enfants par Thierry Ardisson, vous nous écrivez une lettre à la 5 Merci, et on vous répondra. Bravo. Bon alors maintenant, Franck, écoute bien, on va lancer 1 les wannabes, 2 les vaducules, 3 la suite de l'émission. Alors allons-y. Allez, c'est formidable. Alors allons-y pour la... D'abord 1 les wannabes. C'est quoi un wannabe? C'est chouette. Non, ben, ce sont des jeunes qui ont des idées et qui montent, enfin qu'on espère qu'ils vont monter. On ne sait pas trop où, mais enfin... Bon d'accord, donc on les voit d'abord. Ils vont avoir du succès. Ils vont avoir du succès, nous on leur donne un coup de pouce. Voilà. Bon, ensuite les vaducules, c'est quoi? Ah, les vaducules, ce sont les fameux Kenyans, 2 frères, Max et Nitin. Qui sont des Indiens du Kenya. Des Indiens du Kenya. On a vu la semaine dernière le premier épisode. Et voilà le deuxième. Et voilà le deuxième. Et alors la suite de l'émission après, mademoiselle, nous faisons une soirée espagnole, voilà, avec un grand couturier espagnol qui s'appelle Christian Lacroix. Et les ça te va bien l'accordéon? Ça te va très très bien. Merci, à tout à l'heure. On est 2, il y a Françoise qui est à New York, elle s'excuse. Et il y a moi, Christine Longuepé. Elle a 27 ans, j'ai 24 ans. Elle est archi, je suis déco. On travaille sur le plastique parce que, bon, les fourchettes, les cuillères en plastique, les bics, tout ça, c'est un peu dépassé. Il y a du polypropylène, qui est les bâches, la même chose. Du polystyrène non expansé, c'est la même chose que les machins, avec des petites bulles. Et puis, l'élastomère, qui est celui-là en jaune, et le même élastomère, en noir. Alors, le téléphone, c'est le 43 29 00 92. Salut. Je m'appelle Philippe Moncorgé, j'ai 27 ans. Je suis gémologue et j'ai une passion, c'est les pierres précieuses. Ce qui m'intéresse, le cœur de cette passion, c'est d'aller les chercher dans leur contexte naturel. Au Brésil, à Madagascar, au Siam, en Afrique. Et c'est surtout d'en ramener des images. Des images pourquoi? Parce qu'on connaît très mal la pierre précieuse et que j'ai envie de vous la présenter. Donc si vous êtes un particulier, si vous êtes une entreprise, si vous êtes un mécène, vous pouvez me contacter à Lyon au 78 37 97 82 pour financer cette expédition.
Bonjour, je m'appelle Marie-Françoise Georges et j'ai ouvert une galerie de photos à la Bastille, 56 rue du Faubourg Saint-Antoine. Au fond d'une cour, il faut chercher, mais si on cherche, on trouve, et je crois que c'est bien. Je présente 90 photographes, plus de 1000 tirages, qu'on peut acheter immédiatement. Si on trouve que c'est trop cher, on peut les payer en plusieurs fois. Et parmi eux, il y a des grands noms comme celui d'Édouard Boubard, Robert Doisneau, Sébastien Salgado, aussi plein de jeunes photographes inconnus. En ce moment, je présente une exposition des frères Vaducule, Max et Nitin, qui s'appelle Selling the President. Si tout ça vous intéresse, vous pouvez me téléphoner 43 44 11 36. Je m'appelle Denis Chapoulier, j'ai 31 ans et mon boulot, c'est pas de passer à la télé, c'est de faire des photos. Je suis Thierry Colson, j'ai 27 ans, c'est ma première collection d'hommes. J'aimerais beaucoup continuer, j'aimerais beaucoup la vendre, j'aimerais beaucoup la fabriquer. Cette collection a plu aux Italiens, aux Japonais, aux Anglais. Pour moi, c'est le principal. La presse française n'a pas su voir. Si vous êtes intéressé pour voir cette collection, m'aider éventuellement à la fabriquer, vous pouvez me joindre au 42 46 15 55 ou chez moi au 48 87 45 70.
Bon alors on va voir le clip de Billy Idol qui s'appelle Sweet 16, c'est ça? C'est pas une chanson de Chuck Berry, Sweet 16? J'ai l'impression qu'il manque le Little. Ah bon? 16. Et c'est de qui Sweet 16? Ça pourrait être Bobby Darin, mais je certifie rien du tout. Alors, je suis un peu pris en défaut. Si c'est Sweet Little 16, qui est parfois le surnom qu'on donne à la chanson de Chuck Berry, c'est Chuck Berry. Bon, ben, je vais vous présenter Bayon, Libération. Jean Rouzeau, tu as sévi à Actuel, tu as sévi à Libération aussi. Télé-Libération et à l'Écho des Savanes, avant Maggiori. C'est pas d'hier. C'est ça, ouais. Et Franck Maubert, que tout le monde connaît depuis la semaine dernière. Merci. Voilà. Alors, le clip de Billy Idol, qu'est-ce que t'en penses? Il est pas très terrible, gentil. hein, quand même. Très gentil. Ouais. Mais il est un petit peu tout faux, c'est-à-dire que c'est à la fois un Iggy Pop griffé, et puis le clip en question, celui-là, il est faux Ricky Nelson, et puis faux Prince surtout. Ouais, c'est pas génial. L'empreinte de Prince. Non, c'est pas génial, mais il chante pas mal. Ouais. Et puis c'est un peu baba. C'est un peu baba quand même. C'est un peu baba. Pour un mec qui vient du c'est bizarre de voir un punk. Les contingents et tout ça là. Ouais, il vient du 77, oui, il vient Ouais, du punk. punk de la première heure qui fait du country, tout ça, c'est un peu Ouais, bizarre. c'est l'influence Prince sur la guitare sèche. Oui, surtout que je te dis, en 77, Génération X, c'était vraiment les tout premiers punks, déjà coiffés blond en brosse. On va le vieillir comme nous. On va le foutre à la poubelle. Nous, on vieillit pas, Billy Idol vieillit. Il a 30 ans. Alors, on va voir un sujet sur Libération, journal que tu connais bien, qui a été réalisé par notre ami Rouzeau avec Télé-Libération, il faut bien le dire. Et c'est sur le... Eh oui, c'est lui, Rouzeau. C'est sur le nouvel immeuble de Libération. C'est toi, Elvis Costello. Voilà, c'est ça. Alors, oui, parlons de... alors, ce qui était drôle, si tu veux, c'est que bon, Libé s'agrandit, des ménages, etc. Puis là, il s'installe dans un parking. Ouais. Alors, il y a 4 niveaux de bagnole, 4 niveaux de Libé, on va bien le voir d'ailleurs, etc. Il n'y a plus de porte, plus d'escalier, ce qui m'a permis de faire un travelling de 2 minutes sans s'arrêter, vous allez voir. C'est un peu comme ici, c'était des bains-douches et c'est devenu une Exactement, tous les lieux sont détournés. Ici, c'était un bain-douche, là-bas, un parking. Et puis, mais ça change le mode de vie quand même. Avant Libé, c'était quand même un peu le bordel. L'Élysée, c'était un boxon, tu sais, au 19e siècle. Ouais, la gare d'Orsay. La gare d'Orsay, c'était un musée avant, oui. Et donc là, si tu veux, ce qui est bizarre, c'est que Libé, qui est un journal plutôt comme ça, désordre, tout à coup, maintenant, c'est clean, calme, enfin, vous allez voir. On va voir alors. Allons-y. C'est un endroit qui communique. Big black city. Big black city. Big black city. Holla, holla, baby. Holla, holla, baby. Holla, holla, baby. Hey, 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 hey. Mr. Mafia Man, I'm gonna be good. Holla, holla, baby, baby. Holla, 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 baby, baby. Holla, 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 baby, baby. Mr. Policeman, I'm gonna hey, holla, holla, baby, baby, baby. Holla, holla, baby, baby. Holla, holla, baby, baby, big black city. Yeah, Mr. Pitman, he's the king. Mr. Pitman, he's the king. Mr. Pitman, he's the king. Mr. Pitman's the king of the streets. Mr. Junkie Man, line ahead. Mr. Junkie Man, line ahead. Mr. Junkie Man,
home, 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 baby. Honey, stop your money. Il y a 8 mois ici, c'était un parking. Il y avait 400 voitures qui aujourd'hui sont remplacées par 400 personnes sur moquette. Et voilà le paradoxe, ce qui était un parking des années 50 est devenu un quotidien totalement informatisé. Ben ici c'est génial, tout est bien, c'est grand, c'est beau, les couleurs sont jolies et surtout on voit tout Paris. Non, je n'ai rien à dire. Je suis parti du journal quand j'ai vu les locaux. Je me croyais dans un film d'Orson Welles, tu comprends. C'est plus supportable. C'est un nouveau local formidable. On a de l'espace, on a de l'air, on a de la lumière, on voit le nord, on voit le sud, on voit le coucher du soleil quand il y a du soleil. Que demande le peuple? Ben c'est beau, c'est bien. Ça nous a calmés, puisqu'on voulait être augmenté. Maintenant, on a des beaux locaux, donc c'est vachement plus difficile de gueuler. Puisqu'on t'engueule, quand t'as des boules, tu montes sur la terrasse, tu regardes Paris, tu dis qu'est-ce que tu veux faire? J'en ai plus rien à foutre. Donc ça tient comme ça. Est-ce qu'avec tous ces ordinateurs, on arrive quand même à écrire des articles destroy sur le rock'n'roll? Non, pas forcément destroy, mais je pense que ça change, c'est une lubie de penser que ça va changer le journal. Fondamentalement, la mentalité des gens, ça change formellement, ça change le décor, c'est toujours bien de... Ouais, ah non mais c'est très beau, moi je l'ai vu. C'est bien de rafraîchir, ça rafraîchit les idées, mais ça change pas les méthodes profondément. On est surpris de la façon dont on passe. J'ai vu le fauteuil de Julie. Tu me l'es bien le fauteuil de Julie, hein? Non, il est petit. Non, il n'est pas si petit, il y a un dossier qui te dépasse comme ça. Ah bon? Comment ça se fait que Libération, qui est un journal excellent, puisqu'on l'achète tous les matins, on contribue au financement de l'immeuble, comment ça se fait que ça se vend pas mieux, Libération? Pourquoi ça se vend toujours à 120, 130 000 exemplaires, alors que c'est un des meilleurs journaux en France? C'est écrit trop petit peut-être, non? C'est dur à lire, c'est compliqué, non? C'est un peu long peut-être, oui. Hein, c'est peut-être ça. Moi je dis toujours que les caractères sont un peu petits quand même, ça fait un peu mal aux yeux, non? Il faudrait passer en neuf et puis par ailleurs... Il faudrait passer en neuf. C'est peut-être sa fatalité. Mais non, Le Monde vend 400 000 exemplaires, c'est écrit plus petit, donc c'est pas pas la la raison. C'est peut-être la fatalité du journal d'être tiraillé entre cette hyper... technicité qu'on vient de voir. Et puis le côté underground marginal du côté départ. bricolage, en tout cas, oui. Les cartons dont il parlait, ils sont toujours là, parce qu'on a oublié dans le perfectionnisme ambiant, qui était très bien, on a oublié qu'on ne pouvait pas taper avec accommodé sur un écran vert à 1 mètre et puis sur le ciel en second plan, donc on travaille avec des cartons devant. Franck Maubert, maintenant on va parler du lycéen. Ben voilà, le lycéen, donc c'est le roman de Bayon, le premier roman de Bayon. D'ailleurs, c'est une 2e ou 3e mouture, on ne sait plus, ça avait été déjà édité. Oui, ça a été... Enfin, la rose ne fait pas partie du décor. Non, mais la rose, c'est un signet pour trouver la page. C'est bien la rose. Oui. C'est la rose et les décombres, c'est vrai. Alors, Franck? Les décombres, c'est Rebatté. Là, ça a presque le même poids que les décombres de Rebatté, mais ça... Ah non, oubliez. C'est plus de 400 pages. Plus de 400 pages. Alors, je ne sais pas, moi, ça m'a fait penser par moments, on pense à Céline, par moments, on pense à Truffaut. Il y a un côté... en fait, ça s'appelle le lycéen, ça aurait pu s'appeler le glandeur, ou le branleur, ou le déconneur, non? C'est qu'on cite Céline, il faudrait citer Bouvard et Pécuchet. C'est un chapitre qui manquait à Bouvard et Pécuchet, qui étaient des sortes de forcenés de la bêtise. Hein. Mais Céline était soutenue par la guerre. Il manquait l'enfance de Bouvard et Pécuchet. Et là, il travaille sérieusement à inventorier la sottise lycéenne. Non mais Céline était soutenue par la guerre, tandis que là, toi, tu parles des mocassins Weston, des gabardines anglaises. C'est le décor, les gabardines. C'est un décor qui situe. Ça se passe dans quelle année? Dandisme des Préaux, oui, ça serait bien. C'est les années 60, non? Oui, 65. 65 exactement. Début 70, tout ça. C'est-à-dire c'est le Solex, les années Solex, les années... Philippe Solex. Philippe Solex. Philippe Solex, c'est très bien. Alors, première séquence, Christian Lacroix ne dit rien. Par contre, il a déclaré dans un journal ma femme et mon conseiller ont tout fait pour moi. Alors ce soir, on a réuni beaucoup plus que ta femme et ton conseiller. On a réuni toute la maison Lacroix. Alors je voudrais que tout le monde, l'un après l'autre, me dise ce qu'il a apporté à la maison Lacroix. Jean-Jacques Picard, le conseiller, on commence par toi.
Ah non. Je cherche ce que j'ai apporté, hein, je cherche. Qu'as-tu apporté à Christian Lacroix? Où je suis sincère et je dis tout. Ah bah oui. Là, cette heure-là, oui. Alors si je suis sincère, je dis que j'ai tout apporté. Et si je suis modeste, je dis que j'ai rien apporté. Parce qu'il avait déjà tout. Donc c'est une question un peu... Non, je crois qu'on n'a rien... Le succès médiatique de Lacroix, tu y es pas un peu pour quelque chose? C'est une technique. Mais j'ai travaillé pour beaucoup de stylistes. Ils n'étaient pas tous capables de décrocher autant de pages et autant d'espace dans les médias que Lacroix. Donc je crois qu'un peu de technique, s'il n'y a rien à donner, ça ne sert pas à grand-chose. Un peu de technique, beaucoup de talent, beaucoup de charme, ça donne beaucoup de résultats. Non, je crois qu'on n'a rien apporté. Il avait tout en lui, on a peut-être juste aidé à exprimer. Très bien. Paul Audrin, vous êtes le président de la Maison Lacroix, le PDG. Vous représentez Bernard Arnault dans la maison. On vous voit rarement à la télévision, rarement dans les journaux. Je suis très content que vous soyez là ce soir. Qu'est-ce que vous avez apporté à la Maison Lacroix? Ou combien? Ça, c'est le propre de Bernard Arnault, d'avoir participé avec la financière Agache à un apport financier important et nécessaire pour lancer une maison de haute couture au plan international. Quant à moi, mon rôle consiste à faire en sorte que Christian soit heureux et que mon actionnaire soit heureux. J'essaie de satisfaire les uns et les autres. C'est difficile? Non, ça se passe très bien parce que nous sommes tous, Jean-Jacques, Christian et tous les gens dans cette maison, je crois que nous sommes sur les mêmes longueurs d'onde et que par conséquent, tout est assez implicite en quelque sorte. Très bien. Les choses se passent très merveilleusement bien. Françoise, qu'as-tu apporté à Christian Lacroix? L'inquiétude. Philippe Corti. Moi, je suis la face cachée de la Maison Lacroix. Moi, c'est la face camarguaise de la Maison Lacroix, toi. Les vacances, en fait. Oui. Moi, ils viennent chez moi, ils décompressent, ils sont bien, ils pensent à rien, et puis sans moi, ils sont contents. Voilà. En fait, je suis le gentil organisateur de leurs vacances en Camargue. Ils sont contents de tes vacances? Ah ouais, je pense. Ils reviennent? Moi, je le connais sous une autre face, je ne dirai pas laquelle. On en parlera après, oui. Oui. Et ils sont bien. Alors, Elisabeth Garouste et Mathieu Bonetti, à part la décoration de la Maison Lacroix, rue du Faubourg Saint-Honoré, qu'est-ce que vous avez apporté à Christian Lacroix? Et surtout le décor, je pense, oui. Avec une complicité comme ça, qui s'est faite un peu sans parler, comme ça. Effectivement, on est, comme disait Paul Audrin, sur la même longueur d'onde, je crois. Mathieu? Mais moi, je crois qu'on a plutôt construit une espèce d'écrin autour d'un bijou, qui est Christian. Ah, il est très gracieux. Et voilà. Et le sigle, qui a fait le sigle? Elisabeth et moi. Ah bon, vous aussi? Oui, mais c'était le paraphe de Christian, j'ai vu tout à l'heure. Ils ont fait les craintes du paraphe. Tu n'as pas le droit de parler, toi. Pas tout de suite. Tu n'as pas de micro. Alors Marie Cesnac, tu es le, comment on dit, l'égérie, le mannequin vedette. C'est à lui de le dire. Mais il peut pas le dire, il n'y a pas de micro. Il n'a pas de micro. C'est exprès. Je sais pas. Je travaille pour Christian. Tu lui apportes un peu ses... Je crois que je suis là quand il a besoin de moi. Ses soirées aussi, puisque tu vas bientôt te marier avec Hubert Boukobza, qui est le... C'est un scoop. Qui est le patron de l'endroit. Hubert est au courant, il vient de m'en parler, il m'a dit qu'on pouvait l'annoncer. J'espère qu'on ne verra pas dans le mannequin vedette. C'est un choc pour moi. Ben voilà, pour tout le monde. Alors maintenant, on va voir un sujet qui a été fait par notre ami Franck Maubert, où on voit les gens qui travaillent chez Lacroix, 73 Faubourg Saint-Honoré, qui parlent du patron. Alors si on peut envoyer le sujet, tu n'as rien à dire, tu n'as pas de micro non plus. Alors voilà le sujet. 36. Marie Cesnac, mannequin. Aïe, Christian Lacroix, Christian, non, Christian Lacroix. Annick Joyant, directrice du studio. Je vois pas de défaut majeur. Tiane Duong, mannequin. Christian Lacroix, j'adore. Mais il a un très grand défaut, c'est qu'il a beaucoup trop de talent. Mario Martignon, premier d'atelier. Monsieur Lacroix, quand il fait ses croquis, le croquis est déjà terminé. Janine Ouvrard, première d'atelier flou. Ce côté un peu pas très haute couture finalement, un peu au-delà de la haute couture. Elisabeth Garouste,
Donc je travaille avec Mathia, on a travaillé au décor. On travaille un peu par image et beaucoup par le monde des vocations. Mathia Bonetti, on joue beaucoup sur des contrastes entre, par exemple, des matériaux assez bruts, mais qui doivent être, qui sont réinterprétés d'une façon assez luxueuse. Françoise Rosenstiel-Lacroix, compagne, complice, officielle de Monsieur Lacroix. C'est un timide inquiet, c'est un guettriste. Je m'appelle Ben, employé technique. C'est une personne qui est très chaude et qui a le contact facile. Lors du pavillon, attaché de presse de Christian Lacroix. Je ne suis pas de Camargue, mais nous sommes du même signe. Gilles Fioretta, Thierry Charpin, artiste peintre. Il aime le rose, on a fait du bleu. Il aime le jaune, on a fait du vert. On a évité le rouge, mais on a fait son bureau. Je suis Paul Audrin, président de cette société. Bien souvent, je l'ai vu dans des réunions avoir un rire d'une telle intensité, d'une telle force que toute la société se sent transportée. Christian, tu bois du pastis? Ouais. Tu ne bois que du pastis, pourtant le champagne revient fort à la mode. Vodka, pastis, non, champagne, c'est fini. Ah, c'est fini? Pour moi, en tout cas. C'est-à-dire que tu es encore plus en avance que les autres, quoi. Les gens sont au champagne. Ça, je sais pas, mais enfin, la graine plus que le grain. Ah non. Alors, on a quelque chose en commun, c'est que toi, tu habitais à Arles, moi, j'habitais à Avignon. J'ai fait mes études à Montpellier, enfin, je passais ma vie en Camargue, à la Churrascaïa. Et puis, ensuite, on est montés tous les deux à Paris. Alors, je voudrais que tu me parles un peu de cette époque, c'est-à-dire l'époque où tu faisais des études d'histoire de l'art à Montpellier et où tu allais à la Churrascaïa, chez Jean Lafont, comment c'était? Tu séchais les cours? Si je suis franc, Montpellier, pour moi, c'était pas... j'ai pas accroché vraiment à Montpellier. J'avais choisi Montpellier parce que mes amis de cœur étaient à Montpellier. J'aurais mieux fait de choisir Aix, mais c'est vrai qu'il y avait la proximité de la Camargue, avec cette chose magique qu'a été la Churrascaïa. Bon, quand on dit Churrascaïa, je crois qu'on parle un peu en initié, comme si on était des francs-maçons ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que c'est un endroit, un lieu, qui a 20 et quelques années aujourd'hui. On a fêté les 20 ans il y a un an, qui est en pleine Camargue. Jean Lafont, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un prince de la Camargue, c'est un manadier, c'est-à-dire un propriétaire de chevaux et de taureaux, un des plus importants. Et il s'est passé quelque chose de magique là, c'était comme une hutte gauloise avec un feu au milieu, un trou dans le toit pour que la fumée passe. Moi, un matin, je me suis réveillé, ils étaient tous partis, ils m'avaient laissé dormir, je me suis réveillé à la chou. À la chou, voilà. Et il fallait d'abord trouver la route. Ouais. Et puis il y a combien de voitures qui se sont complètement enlisées au départ le matin parce que... Dans le sable. Dans le sable. Et bon, ben, ça a ouvert en 67, 68. C'était un endroit où on avait la musique de Londres et de New York en priorité parce qu'il y avait Christian Pellatan qui était là et qui allait chercher ça tout nous ramener. Et aujourd'hui, à raconter, ça fait un peu ancien combattant, ça fait un peu... c'est un peu normal. Tu as conquis Paris, donc c'est très à la mode tout ça. Tu as quand même... Ouais, la mode, c'est pas le mot que je préfère. Être à la mode, encore moins. La Nîmes Society a quand même fait fortune à Paris, non? C'est vrai, mais il faut faire attention à ça, parce que qui dit être à la mode dit être immédiatement démodé, hein, quelque part. Et puis la Camargue, c'est une chose à garder précieusement comme un bijou. Et il faut faire très attention à ne pas le galvauder. Mais c'est vrai que c'était un lieu comme ça. Et c'est vrai que d'en parler, ça fait un peu ancien combattant. Mais à l'époque, il y avait non seulement les Stones, etc. Mais il y avait Charles Trenet, ce qui n'était pas évident. Quand Lafont arrivait, c'était les trompettes d'Aïda de Verdi. Et on restait là jusqu'à 5h, 6h, 7h du matin. Et on partait se laver au Sainte-Marie-de-la-Mer dans la mer. Et bon, voilà. Et quand tu as quitté tout ça, c'est parce que tu savais que tu avais un destin. Tu sentais au fond de toi-même que tu ne pouvais pas rester là, qu'il fallait que tu montes à Paris parce que tu avais des choses importantes à faire. Je crois que sans présomption, c'était un peu comme un voyage initiatique qu'il y avait à faire. Bon, il y avait les peintres au XVIIe qui devaient passer par Rome. Bon, ben moi, je dessinais du théâtre, des costumes de théâtre ou de la mode à Montpellier, ou à Aix, ou à Arles, ou à Avignon. C'était pas envisageable à l'époque. Hein. Et puis, il y avait, c'était une chose qui
tenait à cœur. Et je suis arrivé ici en 73. Un petit peu plus tard que moi. Tu avais combien d'argent en poche quand tu es arrivé? 500 francs par mois. Ah ça me rappelle de bons souvenirs. Quand on dit finalement Bernard Arnault a investi beaucoup d'argent sur Christian Lacroix, mais Christian Lacroix a signé sur tout. Ça veut dire que tu as signé sur la haute couture, sur le prêt-à-porter, sur les parfums, sur les lunettes, sur les sacs à main. Est-ce que tu n'as pas un peu l'impression d'avoir vendu ton âme au diable finalement? Non, parce que d'être pris finalement dans un système qui risque de te dépasser un jour. Peut-être, bon, je ne suis pas devin, j'en sais rien. Mais en tout cas, Bernard Arnault est quelqu'un qui m'a parlé au sens où je me suis senti un peu de la même race et où c'est quelqu'un de la même génération que moi. Et puis bon, peut-être qu'un jour, il faut signer ce genre de pacte. Et qu'en tout cas, je l'ai fait en toute... en sachant, que je pouvais garder ma liberté. C'est-à-dire qu'il est d'accord, nous sommes d'accord, lui et moi, pour dire que la qualité, c'est pas signer des centaines de licences. C'est clair entre vous. C'est clair entre nous. Très bien. Et on va garder ça intact. Merci, Christian. Well, let's say tonight we have the pleasure, and my lord, and even the Americans who is channel. Tonight is the Gypsy Kings. The Gypsy Kings is a band, my lord, vous avez écouté partout parce qu'ils sont présents sur toutes les radios, sur toutes les télés. Et vraiment, c'est mérité parce qu'ils sont super, c'est des vrais gitans. Ils composent leur musique, ils écrivent les paroles. Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono de llorar. Ese amor llega así, de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor de en el pasado. Ven, belay, ven, belay, ven, belay, ven, ven, belay, ven, belay. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de yo. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino tendrá se ha parado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentras lavando. Eres posible y no te encuentro de verdad. Por eso un día no encuentro sí de nada. Lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Oye, Trino. ¡Arriba!
Arriba, essa! Eh ouais, c'est super. À toi, Francis. Tu veux que je t'amène? Moi, je sais pas. Moi, on m'a dit que tu allais chanter à mort, c'est ça? C'est ça? Ok. Je vous le laisse. Des souvenirs. Un souvenir de dortoir. Là. Era solita por la calle y solita me esperaba ahí. Amor, 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 de aquella noche. Amor, 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 de cada noche. Hola, Nicolás. Guitarra, Tonino. Decía si la gente no me comprende, eres solito por la calle, eres solito por la calle, pero tú sola me esperabas. Amor, 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 de aquella noche. Amor, 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 de aquella noche. Amor, 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 de aquella noche. Tonino. Amor, 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 de aquella noche. Amor, 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 de aquella noche. Amor, 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 de aquella noche. Amor, 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 de aquella noche. Asa, arriba, bravo. Qué bonito, ma. Ole. Ay, li, 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 li. Ay, li, 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 la. Ole. Li, li, li. Hola, Nicolás. Y Nerón, Patila, Ira, con la Italia. Y Nerón, Ira. ¡Hola, Cafarí! Hola, hola. I've been in the home, I know ya. Anda, voilà. Allez, Colomba. A la puerta de la Alhambra. Para el Calvario.
Ay, claro. Bueno, mucho bueno. Ah, li, 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 li. Vamos por la pieza. Ay, li, 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 li. Ay, bueno, y claro, anda. Li, 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 li. Ay, no. Sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay como el mío. Dejar y la vive, ay en este mundo de tristeza. Dejar y la vive, ay mi manera. Yo quiero ser, ay nada más, prefiero y recordar un nuevo amor, tanto mejor. Quisiera olvidar, tanto la dejó. Quisiera vivir, hay nada más. Oh, sí, my way. Sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay como el mío. Dejar y la vive, ay en este mundo de tristeza. Oh, dejar y la vive, ay mi manera. Yo quiero ser, hay nada más, prefiero y recordar un nuevo amor, tanto mejor. Quisiera olvidar, tanto la dejó, hay nada más, prefiero oh, sí, my way.
pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.